Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry. Ce jour-là, des militaires ont tué plus de 150 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry. Massacres, viols, exactions se sont poursuivis les jours suivants contre des femmes séquestrées et des détenus torturés. Une immense scène de crime. Le capitaine Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens officiels doivent répondre d'assassinats, de violences sexuelles et d'enlèvement. La commission d'enquête de l'ONU impute au capitaine Camara une responsabilité criminelle personnelle et une responsabilité de commandement. Ses proches affirment au contraire qu'il veut laver son honneur. L'ancien président et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison hier avant leur jugement. Ils vont y rester jusqu'à la fin du procès. C'est le premier procès de cette ampleur en Guinée-Conakry. Alors est-ce un procès pour l'histoire? Les victimes seront-elles indemnisées? Que s'est-il passé ce 28 septembre 2009? Quelles leçons peut-on en tirer en Guinée-Conakry et dans le reste de l'Afrique? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patrick Baudouin. Bonsoir. Vous êtes avocat et président d'honneur de la FIDH. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Christophe Boisbouvier. Bonsoir Christophe. Bonsoir Stéphanie. Directeur adjoint de RFI, chargé d'Afrique. Vous connaissez évidemment parfaitement l'Afrique. Merci d'être avec nous Christophe. Tanguy Bihan, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Afrique 21. Merci d'être là donc dans le débat. Nous avons en duplex de Conakry Alimatou Camara. Bonsoir à vous, avocate des partis civils, militante des droits de l'homme également. Bienvenue. Oui, bonsoir. Nous avons également à côté de vous, justement, du duplex de Conakry, Pépé Antoine Lama, avocat de Moussa Dadis Camara. Bonsoir à vous et bienvenue également dans le débat. Bonsoir à vous. Que s'est-il passé le 28 septembre 2009 et quel est l'enjeu de ce procès? On fait d'abord un point en images. Le 23 décembre 2008, quelques heures à peine après la mort du président guinéen Lansana Conté, le capitaine Moussa Dadis Camara prend le pouvoir par un coup d'État. Très vite, il promet l'organisation d'élections et assure qu'il ne s'y présentera pas. Un engagement sur lequel il revient petit à petit dans les mois qui suivent, comme dans cette interview dans son lit au camp militaire de Yao, siège de son gouvernement. La Guinée deviendra un État démocratique. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. L'opposition décide alors d'organiser une grande manifestation le 28 septembre 2009, anniversaire du référendum de l'indépendance de la Guinée. Pour marquer le coup, elle choisit le plus grand stade de Conakry et y maintient le rassemblement malgré son interdiction par le gouvernement. Face à une foule de près de 50 000 personnes, les bérets rouges de la garde présidentielle et la police s'adonnent à une répression sanglante. 156 personnes sont tuées selon l'ONU, 109 femmes violées par des militaires. Au lendemain du massacre, Moussa Dadis Camara nie toute responsabilité. Il assure avoir perdu le contrôle de l'armée. L'événement m'a débordé. Cette armée, je ne contrôle pas toutes les activités. J'ai hérité d'une armée où la hiérarchie n'est jamais respectée, où le caporal peut dire merde à un colonel, à un général. Dire que je contrôle cette armée, ce serait de la démagogie. Moussa Dadis Camara est renversé quelques mois plus tard. Il fuit vers le Burkina Faso, où il passe plus de 10 années en exil. L'ancien président dit aujourd'hui vouloir laver son honneur. Il s'est rendu de lui-même à la justice guinéenne. À ses côtés, 10 autres anciens responsables dans le gouvernement de la junte comparaissent pour les exactions commises le 28 septembre 2009. Je vous propose maintenant d'écouter des témoignages de victimes au micro de nos envoyés spéciaux à Conakry. La tristesse nous fatigue toujours parce que là, on se rappelle de l'événement à chaque année. Le jour J, on se rappelle de l'événement du 28 septembre, on se rappelle de ce qui s'est passé, on se rappelle aussi de ceux-là qui n'ont pas retrouvé leur mort et ceux qui sont décédés. Ça nous rappelle un douloureux événement. La justice qui reconnaissent ce qu'ils ont fait, parce que c'est une chose qu'ils n'ont jamais fait d'abord. Moi, la première des choses que ces gens-là reconnaissent, ils ont été au stade. Ils étaient là, ils ont violé, ils ont tué. S'ils reconnaissent ça, c'est une première victoire. S'ils ne reconnaissent pas, c'est autre chose. Parce que là,
Nous savons qu'on est victime. Et si les bourreaux ne reconnaissent pas, ça va être aussi difficile. Un témoignage vraiment stupéfiant. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le hashtag débat F24. Christophe Boisbouvier, pour bien cadrer un peu le débat, c'est le premier procès de ce type en Guinée-Conakry. Il faut rappeler qu'il y a tout un ensemble d'acteurs internationaux présents, donc que ce soit l'ONU, la CPI, qui sont en fait observateurs, enquêteurs. Est-ce que c'est un procès fiable ? Ça a été d'abord d'une cruauté incroyable, indicible. Et très très vite, il y a une commission internationale dirigée par l'ONU qui a pu faire un premier constat terrible sur les au moins 156 personnes tuées et les au moins 109 femmes violées. Je dis bien au moins parce que malheureusement, beaucoup de femmes, par peur d'être stigmatisées, n'ont pas dit ensuite qu'elles ont été violées. Donc on se doute que c'est un chiffre beaucoup plus important. Et donc à la suite de ça, il y a cette commission qui est allée travailler et qui a dit les choses. Et à partir de là, Dadis Camara a été grièvement blessé par l'un des principaux adjoints qui lui-même avait participé au crime et qui se retrouve dans le box avec lui aujourd'hui. Il a été renversé et on a cru que le procès aurait lieu assez vite à ce moment-là, parce qu'il y a eu un vent de démocratie qui a soufflé sur la Guinée. On est en 2009 à ce moment-là. Ouais, on est en 2009. Arrive Alpha Condé, il est élu démocratiquement en 2010. On pense que ça y est, le procès va pouvoir avoir lieu. Malheureusement, pendant les 2021, les 11 années de régime d'Alpha Condé, il ne se passe rien. Parce qu'un certain nombre des tortionnaires de 2009 sont toujours présents dans la hiérarchie militaire du régime d'Alpha Condé. Et on arrive avec ce putsch qui renverse Alpha Condé en 2021 et avec donc un autre militaire au pouvoir. C'est ça le paradoxe. C'est le paradoxe, on va en reparler bien sûr. Le colonel Mamadi Doumbouya. On a aujourd'hui ce procès. Donc on peut espérer que ça va être un procès où toutes les choses vont être dites. C'est pour ça que le Karim Khan, le procureur de la CPI, est venu ce mercredi à Conakry. Maintenant, est-ce que ce sera un vrai procès ou est-ce que ce sera un procès plein de faux semblants? C'est la grande question. Ça reste une question, donc, c'est ce que vous dites ce soir. Patrick Baudouin, la FIDH est présente sur place. Vous avez fait, en tant que Fondation Protecteur des droits de l'homme, il y a eu un rapport accablant, en tout cas, qui qualifie carrément les faits de crimes contre l'humanité. Ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là, mais c'est en concordance avec ce qui vient d'être rappelé de l'avis de la Commission des Nations Unies. Ce qu'il faut souligner, mais je rejoins le propos, on est partagé aujourd'hui entre espérance et satisfaction de voir le procès se tenir, mais une certaine inquiétude et appréhension sur son déroulement. Tout ceci remonte à 13 années, il faut quand même le rappeler. 13 ans que les victimes attendent. 13 années que les victimes attendent, et c'est là le point essentiel d'ailleurs à retenir. Et il y a eu des avancées judiciaires, il y a eu un juge d'instruction en particulier dans les premières années qui a fini par faire un travail important, qui avait, on va dire, à peu près bouclé le dossier en 2004. L'instruction, elle est terminée complètement depuis 2007. Nous sommes 2017, pardon. Nous sommes maintenant en 2022. Donc il y a eu 5 ans là pendant lesquels rien ne s'est passé. Et puis c'est dans une certaine précipitation, il faut le dire, maintenant que le procès se tient. Il a été annoncé dernièrement. Et alors certes, il y a un nouveau palais de justice qui a été édifié. Mais on voit le retour de Dadis Camara qui vient de rentrer dans le pays. Il était en exil au Burkina Faso. Il était en exil au Burkina Faso. Ses avocats commencent à dire il a été incarcéré, c'est pas normal, on n'a pas eu accès à tous les éléments du dossier. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que tout à la fois, il faut bien entendu un procès qui satisfasse les attentes des victimes de ce massacre abominable, mais qui respecte aussi les règles du droit au procès équitable, de façon à ce que ce ne soit pas une parodie de justice. Donc il faut trouver cet équilibre absolument pour que le procès soit exemplaire. Et j'ajouterais simplement que malheureusement dans le passé, en Guinée comme dans d'autres pays africains, on a vu des avancées, c'est-à-dire qu'il y a une revendication de justice, et ça c'est un point positif, mais très souvent elle se trouve in fine entravée et on a beaucoup de mal à parvenir à la finalisation d'une véritable justice indépendante, impartiale, respectée.
Alimatou Camara, vous qui êtes l'avocate des parties civiles en direct de Conakry avec nous, vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire peut-être justement Patrick Baudouin. D'abord, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès? D'abord des réparations pour les victimes ou autre chose? Oui, en effet, ce procès est un procès historique. Et je pense que les victimes attendent des réparations, mais elles attendent également d'être reconnues en tant que victimes. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Aujourd'hui, on se pose la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'espoir. Mais la question fondamentale, c'est, voilà, on veut des gages d'une justice qui soit juste et équitable. Vous avez dit, je voudrais la fin de l'impunité. Et pour toutes les parties au procès. Oui, effectivement, surtout pour la fin de l'impunité, je pense qu'aujourd'hui, il y a la question de la mémoire collective dans notre pays, qui est extrêmement important. Nous avons un pays qui a connu beaucoup de répression sanglante. Et les événements de 2009 sont venus un peu couronner un système d'impunité qui existe depuis plus de 60 ans, depuis que ce pays existe. Donc là, pour la première fois, il pourrait y avoir justement réparation. En Guinée, on a... Oui, pour la première fois, il pourrait y avoir réparation, mais au-delà de la réparation, on s'achemine vraiment vers la construction de ce qu'est un état de droit. Donc c'est un enjeu fondamental. Lorsque des personnes qui étaient haut placées à un moment donné, aujourd'hui sont jugées, je pense que c'est un symbole qui est fort. Et il faudrait que ce procès devienne un gage, que ça ne reste pas simplement dans les symboles. Pépé Antoine Lama, vous êtes avocat, vous, de Moussa Dadis Camara. Merci aussi d'être avec nous. La commission d'enquête de l'ONU impute au capitaine Camara une responsabilité criminelle personnelle et une responsabilité de commandement. Est-il responsable du massacre? Le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas responsable des crimes qu'on lui reproche. Je commence par rappeler que le capitaine ne s'est jamais enfui vers Ouagadougou. Il y a été contraint par la communauté internationale à travers une procédure inédite. Et après les événements du 28 septembre, souvenez-vous que le président Moussa Dadis Camara, intéressé, préoccupé par l'idée de faire la lumière sur ces événements, a tout de suite mis en place une commission d'enquête nationale qui a mené un travail sur 3 mois. Entre-temps, il lui a été imposé une commission d'enquête internationale qui est venue s'approprier des activités des militants pour incriminer le capitaine Moussa Dadis Camara. Et souvenez-vous que cette commission d'enquête internationale n'a fait qu'une semaine à Conakry, contrairement à la commission d'enquête nationale qui a fait au moins 3 mois. Mais aujourd'hui, dans tous les médias, sur tous les toits, on impute la responsabilité de ces événements au capitaine Moussa Dadis Camara sur le fondement de ce rapport qui comporte assez de contradictions. L'heure aujourd'hui est à la vérité. La chance est enfin donnée. La chance est enfin donnée au capitaine Moussa Dadis Camara de livrer sa part de vérité. Depuis 13 ans, il n'a fait que réclamer la tenue de ce procès. Depuis 13 ans, il a demandé à retourner au pays pour livrer sa part de vérité. Ce sont les autorités d'alors qui ne lui ont pas donné cette opportunité. Aujourd'hui, donc, c'est l'heure pour lui de laver son honneur, son intégrité qui ont été souillées par ces accusations contre sa personne qui ne se reposent sur aucun élément probant. Le seul crime aujourd'hui du capitaine Moussa Dadis Camara, c'est d'avoir été chef de l'État et commandant en chef des forces armées. Pensez-vous que ces 2 fonctions-là constituent en soi une infraction? Est-ce que
cette commission d'enquête nationale alors c'est le procès qui, pardonnez-moi, c'est le procès qui le dira. Je vais faire rebondir justement des invités sur le plateau également ici, Tanguy Bihan qui n'a pas encore pris la parole. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel massacre? Et est-ce qu'effectivement, donc là, on voit bien que Pépé Antoine Lama conteste la responsabilité du capitaine, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut savoir que en fait, ce procès, même s'il a eu une ampleur inédite au vu des dégâts, c'est-à-dire le massacre effroyable qu'il y a eu, les nombreux viols, les milliers de blessés, en fait, ça s'inscrit dans un contexte important en Guinée. Il faut savoir que déjà, en 2007, à la fin du régime de Lansana Conté, en 2 mois, il y avait eu plus de 130 manifestants qui avaient été tués sous les balles des forces de défense et de sécurité. Donc en fait, ça s'inscrit dans un contexte répressif important qui, même si on a atteint, entre guillemets, le summum au moment du massacre du 28 septembre 2009, il faut savoir que ça a perduré, en fait, sous Alpha Condé, et notamment la répression du Front National pour la défense de la Constitution, et même avant les élections intermédiaires, et encore aujourd'hui sous le CNRD. Mais quand l'avocat Christophe Boisbouvier, quand justement Pépé Antoine Lama conteste le travail finalement de cette commission des droits de l'homme, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'elle a eu le temps de travailler? Effectivement, c'était tangible, les différentes preuves. Les rapports sont quand même accablants. Il y a eu un travail sérieux fait par cette commission qui est venue pour l'ONU à partir de multiples témoignages qui ont été recueillis avec l'aide notamment des organisations de droits de l'homme qui sont sur place. Je pense notamment à l'organisation guinéenne des droits de l'homme, qui est, je crois, maître affilié à la FIDH, si je me souviens bien. Il faut saluer le travail des défenseurs des droits de l'homme en Guinée-Conakry. Grâce à ce travail, l'ONU a pu faire ce rapport. Ce que dit Tanguy est exact, c'est-à-dire que ce que dit Maître Alimatou Camara est malheureusement exact, c'est-à-dire qu'il y a une véritable culture de l'impunité qui date en fait des années Sékou Touré. À partir de l'indépendance et du non à De Gaulle, le pays se referme sur lui-même, à cause notamment des Français d'ailleurs, qui tentent de renverser Sékou Touré, des Portugais ensuite. Donc Sékou Touré s'enferme dans une sorte de paranoïa qui aboutit au premier grand massacre en Guinée dans les années 70, avec notamment ce sinistre camp dans lequel les prisonniers meurent littéralement de faim. Des milliers de prisonniers meurent sous la férule de Sékou Touré. Et puis, notamment Diallo Telli, le grand Diallo Telli. Et puis arrive, après la mort de Sékou Touré en 84, les militaires qui prennent le pouvoir, littéralement, et qui prennent leur revanche sur un régime marxiste en s'installant dans un régime de prédation, d'omnipotence, et qui prennent en effet cette culture de l'impunité. Tout leur est permis. La prévarication, la corruption, mais aussi le crime en 2007, en 2009 et encore ensuite dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on parle justement de la responsabilité de Moussa Dadis Camara, qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Baudouin, qu'on remet en cause, comme vient de faire son avocat, un peu les travaux de la Commission des droits de l'homme? Ce que je pense, c'est que c'est le rôle de son avocat de défendre Dadis Camara. Vous l'avez son honneur, c'est ce que disent ses proches. C'est la raison pour laquelle il serait rentré du Burkina alors qu'il aurait pu y rester. Ça, si le procès peut être mené à son terme et de façon équitable, c'est la justice qui le dira. Donc moi, je ne prendrai pas parti là-dessus. En revanche, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu seulement le travail de la Commission des Nations Unies. Il y a eu sur place les défenseurs des droits de l'homme, les avocats. Il y a eu la Fédération internationale des droits de l'homme qui, en Guinée, a été extrêmement présente et qui a quand même un savoir-faire en matière aussi d'enquête, d'audition, d'investigation. Et puis, il y a quand même une instruction qui a eu lieu en Guinée avec, je le rappelais, un juge d'instruction, des auditions de victimes, de parties civiles. Donc il y a tout un dossier, comme dans tout procès pénal, qui a pu être constitué. Donc les éléments à charge
qu'aura à apprécier la juridiction saisie ne repose pas seulement sur le rapport de la Commission des Nations Unies. C'est tout un ensemble d'éléments. Et moi, je rappellerai simplement, pour ce qui concerne M. Camara, c'est une défense classique qu'on trouve dans beaucoup de pays. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de juridictions au Cambodge et ailleurs. Évidemment, il y a une défense, c'est d'ailleurs normal, mais c'est un petit peu la négation des responsabilités. Il était quand même chef d'État, il a été rappelé tout à l'heure qu'il était chef des forces armées, et dans un climat de violence qui a été entretenu lorsqu'il a été à la tête du pays, qui malheureusement a continué à l'être, et à chaque fois où il y a un nouvel arrivant qui prend les responsabilités du pays, c'est pour dire on va nettoyer les écuries, on va maintenant mettre un terme à l'impunité, que ce soit la corruption, que ce soit les violences, et puis très très vite on retombe sur les erreurs du passé. Donc ce qu'il faut souligner aujourd'hui, puisqu'on est avec ce procès, c'est qu'il est, parce qu'il faut donner quand même une note d'optimisme, et il y en a une pour les victimes, c'est qu'il est en train de s'ouvrir. Alors il faut qu'il aille à son terme, il faut appuyer absolument la justice pour qu'elle puisse équitablement donner satisfaction aux victimes, rendre la vérité et puis statuer de manière impartiale sur les responsabilités des uns et des autres, y compris de l'ancien président ou responsable, puisqu'il avait un titre un peu différent, d'Addis Camara. Pour redonner un peu de contexte actuel, Tanguy Bihan, le procès intervient donc, vous le rappeliez, Christophe, dans un contexte de tension, avec justement ce coup d'État qui a eu lieu il y a un an du colonel Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui ont renversé le chef de l'État Alpha Condé. Donc c'était le 5 septembre 2021. Alpha Condé a reporté effectivement ce procès. Pourquoi est-ce que Doumbouya a décidé de le maintenir? Pourquoi ça a lieu maintenant? Bon, déjà, il faut expliquer pourquoi Alpha Condé n'a pas fait le procès. Il avait eu le temps de le faire en 2 mandats, plus il s'est rajouté 1 an en essayant de faire un 3e mandat auquel il n'est pas arrivé à terme. L'instruction a été clôturée en 2017, comme ça a été dit. Donc déjà, c'est quelque chose qui a salué, mais il faut savoir que ça a été clôturé sous la pression de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale avait qualifié à la suite, en fait, en suivant le rapport des Nations Unies de potentiels crimes contre l'humanité, et donc c'était impliqué dans le dossier. La Cour pénale internationale envoyait des missions chaque année, et en fait, c'est sous cette pression que Alpha Condé, étant donné la situation malheureusement de la justice en Guinée, a pu faire avancer l'instruction. Et en fait, Alpha Condé a dû, d'un côté, donner des gages à la Cour pénale internationale et d'un autre côté, ne pas faire trop avancer l'instruction, en quelque sorte, pour ne pas s'aliéner l'armée qui pouvait le renverser, qui d'ailleurs a fini par le renverser. Donc, et Doumbouya, au contraire, lui, laisse faire, alors que lui aussi est arrivé par un coup d'État, lui aussi est un militaire, même si c'est une autre génération. Oui, pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose comme un effet d'aubaine en fait pour lui, c'est-à-dire que Doumbouya est en train de vouloir se construire une sorte de légitimité internationale, sachant que la Guinée a été sanctionnée par la CEDEAO, des sanctions progressives depuis 6 jours. Donc au niveau international, la Guinée aujourd'hui se retrouve en difficulté, sachant que les États-Unis ont fait une déclaration en approuvant les sanctions de la CEDEAO. Et donc, étant donné également les crimes qui ont été commis, il faut rappeler que le 5 septembre, la junte guinéenne n'a pas communiqué là-dessus. Il y a eu des morts, des dizaines de morts lors du coup d'État. Il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu des recels de cadavres. Et donc aujourd'hui, Doumbouya doit se racheter une image. Et s'il lance le procès, il pourra mettre ça dans son actif en disant qu'il se soucie des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Vous êtes d'accord, Christophe? Oui, alors il y a une situation paradoxale parce que c'est un paradoxe. Vous avez d'un côté les militaires du CNRD avec le colonel Doumbouya qui font ce geste historique de laisser ce procès démarrer ce mercredi. Et de l'autre, vous avez quand même 2 des principaux leaders de l'opposition et de la société civile, Fonike Mangué et Ibrahima Diallo, qui sont des leaders du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, lequel a été dissous il y a 2 mois. Vous avez ces 2 leaders qui sont en prison. Vous avez eu plusieurs morts en juillet et en août, au moins 5 morts à l'issue de la répression de 2 grosses manifestations dans Conakry. Donc vous avez cette situation très paradoxale où d'un côté vous avez ce grand geste d'ouverture et de l'autre vous avez Cellou Dalein Diallo, le principal leader de l'opposition, qui est en exil de fait à Dakar parce que la situation est trop difficile pour lui. Alimatou Camara, pour en revenir justement
aux victimes. Moi, ce que j'ai lu, c'est absolument terrifiant. Plusieurs témoignages qui rapportent comment les bérets rouges sont entrés dans l'enceinte, ont bouclé les accès, ont ouvert le feu sans discrimination sur une foule festive et désarmée. Des hommes qui ensuite ont poursuivi leur besogne au couteau, à la machette, à la baïonnette, jonchant les cadavres sur la pelouse. Manifestement, des cadavres ont disparu. Enfin, c'est vraiment effectivement une scène terrible de crime qui est décrite là. Oui, c'est malheureusement c'est effroyable, c'est innommable ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et ce n'est pas seulement au stade du 28 septembre, c'est les jours aussi qui ont suivi. Il y a eu de la séquestration, il y a eu des viols, il y a eu des disparitions forcées. Et c'est bien d'ailleurs de revenir sur le rapport d'enquête nationale dont mon confrère Pépé Antoine Lama se prévaut. Qui est en fait est la preuve éloquente d'une dissimulation de preuves, dissimulation de cadavres, recel de cadavres, c'est extraordinaire. Parce qu'on nous parle de 57 morts d'après le rapport de cette commission nationale d'enquête, alors qu'on a des disparus. Et mon confrère explique également qu'ils ont eu 3 mois pour faire ce travail. Il n'y a eu aucune arrestation, aucun semblant d'arrestation. Personne n'était responsable, n'était coupable de quoi que ce soit. C'est juste hallucinant de dire que M. Moussa Dadis Camara était le président du CNDD. Il était le chef de l'État à l'époque. Il ne contrôlait peut-être pas les choses le jour du 28 septembre, mais les jours qui ont suivi, ils ont eu le temps de faire leur rapport d'enquête. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la vérité et je pense que tous les acteurs qui sont impliqués dans ce procès, que ce soit les victimes, que ce soit ceux qui sont présumés auteurs ou co-auteurs ou complices dans cette affaire, je pense qu'on doit avoir de la hauteur. Pour l'histoire de notre pays, on doit avoir de la responsabilité dans ce que nous déclarons devant les médias. Parce que ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Ce qui s'est passé ne devrait pas être cautionné par aucune société normale. Un mot sur ces victimes. Aujourd'hui, je pense que les victimes attendent, elles attendent d'être entendues, elles attendent d'être reconnues dans leur statut de victime. Parce que ça également, c'est thérapeutique dans ce procès-là. Est-ce qu'elles vont défiler les unes après les autres à partir d'aujourd'hui ? Plus de 13 ans. Oui, aujourd'hui, je pense que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp et aussi le pouvoir et tout ce qui entoure le mythe du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner également. C'est que ceux qui viennent aux affaires ont intérêt à faire les choses en respectant les droits de l'homme parce que tôt ou tard, on est rattrapé. Et ça, je le dis en pensant au contexte actuel de notre pays qui est également un contexte de transition. Est-ce que vous avez peur Donc on a tous intérêt aujourd'hui qu'il y ait une vérité judiciaire. Est-ce que vous avez peur justement que le procès capote compte tenu du contexte actuel qu'on vient de décrire ici ? Mais je pense que on a peur parce que la justice guinéenne n'est pas une justice que nous applaudissons tous les jours. Donc aujourd'hui la justice elle est au défi, elle doit relever le défi. Malheureusement, nous avons perdu la connexion avec Conakry. C'était Alimatou Camara, donc, qui est avocate des parties civiles, que vous venez d'entendre. On peut vraiment rebondir là-dessus. Patrick Baudouin, ce qu'elle a dit justement sur les victimes, et puis tout de même cette peur qu'elle a que ça n'aille pas au bout, parce qu'effectivement, on est dans ce contexte politique compliqué qu'on a commencé à décrire. Pas facile de se dire que le procès ira jusqu'au bout, ce procès qu'elle qualifie bien d'historique. Oui, c'est un procès historique, ça, moi je reprends le terme. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce qu'on a une junte qui est au pouvoir, qui est une junte qui continue d'avoir des pratiques autoritaires et de violation des droits de l'homme, et qui là essaye de se refaire un début de virginité en mettant en place ce procès.
mais c'est fragile, d'une part. D'autre part, pour les victimes, il y a tout de même un souci majeur, c'est qu'elles soient bien protégées, qu'il n'y ait pas de risque pour leur sécurité. Et ça sera le cas, ça il faut que ce soit le cas pour qu'elles aient une liberté de parole. Mais qui va garantir leur sécurité après C'est là où on va témoignage. c'est là où on va voir s'il y a une vraie volonté de tenir un procès qui respecte tous les droits, ceux des victimes, ceux des accusés, et avec cette possibilité. Et c'est vrai qu'on a des craintes là-dessus, je le disais tout à l'heure. C'est un énorme espoir puisque le procès démarre, et ça pour les victimes, 13 ans d'attente, c'est formidable. Ça nous a été très bien dit par l'avocate de ces parties civiles qui s'est exprimée, mais on ne peut pas ne pas avoir une certaine crainte sur la tenue de ce procès dans le contexte où il se trouve, qui est un contexte qui reste éminemment politique. Or, il faut que ce procès réussisse, nous le souhaitons, nous appuyons en ce sens. Il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé, c'est aussi une bonne chose, mais par qui sera-t-il alimenté? Quel sera le montant? Est-ce qu'il y aura raisonnablement... Pour l'instant, il y a de l'argent dans ce fonds ou pas? Il n'y a pas encore d'argent dans ce fonds. Et qui met l'argent dans le fonds? Enfin, il y a une opacité qui continue de subsister. On a le sentiment qu'on a voulu, là, de la part du pouvoir, donner des gages à la communauté internationale, à l'extérieur, peut-être aussi à la CPI, qui continue de surveiller de très près, puisque si le procès ne peut avoir lieu en Guinée, la CPI a toujours dit c'est nous qui reprenons la main, car ça peut être du ressort de la Cour pénale internationale. Si la justice nationale, qui est la justice guinéenne, ne veut pas ou ne peut pas juger. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui reste extrêmement fragile et que il faut voir si ce procès va se tenir, s'il n'y a pas un renvoi, si ce renvoi ne sera pas dilatoire. Nous espérons simplement qu'il se tienne, je le redis, et qu'il y ait vraiment un signal fort qui soit donné en Guinée, qui est un pays qui n'a connu que l'impunité, de lutte contre l'impunité, qui serait exemplaire aussi pour des pays voisins qui continuent également de pratiquer cette impunité. Christophe, je vais vous faire intervenir, mais d'abord, je voudrais qu'on voit justement un extrait de l'interview que vous avez faite avec Marc Perelman, c'était la semaine dernière, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez interviewé le président de la CEDEAO, qui est le président de Guinée-Bissau, et voilà ce qu'il a dit. Un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les juntes ont dit qu'il y a 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas 36 mois, il le réaffirme. Ah, non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas? Non. Lourde sanction même. Christophe, donc un pays sous sanction. Pas encore, pas encore. Pas encore, mais peut-être. Il y a des discussions de la dernière chance avant d'arriver aux sanctions. Vous avez un médiateur qui s'appelle l'ancien président du Bénin, Boniaï, qui a beaucoup de mal d'ailleurs, c'est difficile pour lui. Vous avez un colonel à la tête du CNRD, Mamadi Doumbouya, qui est vraiment déterminé à ce que la transition dure 3 ans, pas une semaine de moins, disent ses proches. Donc il y a vraiment une position ferme de sa part. Il n'a pas du tout aimé l'interview dont vous venez de passer un extrait. Il n'a pas du tout aimé les propos de son voisin Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Il l'a fait savoir dès le lendemain. Vous avez maintenant, je pense, encore un terrain d'entente grâce à des médiateurs comme évidemment Boniaï, comme Macky Sall, le président du Sénégal, président exercice de l'Union africaine. La CEDEAO demande 2 ans, Conakry veut 3 ans, il y a peut-être un moyen terme à trouver. Enfin, c'est tout de même un contexte... C'est compliqué, parce que je vous le rappelle, donc, il y a au moins 2 leaders du FNDC qui sont en prison depuis bientôt 2 mois, parce que vous avez beaucoup de leaders de l'opposition qui sont en exil. Et alors, je retiens quand même une phrase d'Alphonse Charles Wright, qui est le garde des Sceaux, le ministre guinéen de la Justice, qui a dit sur RFI il y a 2 semaines, les victimes... Il y a 450 parties civiles, 450 victimes donc, qui sont présentes à ce procès. C'est énorme, ce procès. Ça va durer des semaines et des mois. Qui demandent à être protégées. Il a promis sur RFI que ces personnes seraient protégées si elles le demandent. Donc ça, vraiment, c'est important, cette promesse de la part du ministre guinéen de la Justice, M. Wright. Vous avez cette déclaration de Karim Khan. Le bateau du procès ne fait que quitter le quai.
Il faut maintenant qu'il arrive à destination. Donc c'est bien, mais il faut rester très vigilant. Tanguy, sur cette question justement de la sécurité, du maintien du procès, d'un procès fiable jusqu'au bout. Bon, sur la question de la sécurité, il faudrait être sur place pour savoir comment ça se passe concrètement dans Conakry, qui est une ville assez particulière parce que tout est exigu, les gens sont vraiment les uns à côté des autres dans les quartiers, donc c'est vraiment un contexte très particulier, très militarisé. Mais après, concernant le procès, je pense que en fait, ça dévoilera également la nature du CNRD. C'est-à-dire que le déroulé du procès dévoilera, si ça se passe bien, peut-être encore les bonnes intentions du CNRD, ce qui, pour le moment, est loin d'être évident. C'est à l'heure de test, alors. Voilà, ce sera un test, en tout cas, pour le CNRD. On verra si la justice est indépendante, ce qui, pour l'instant, est loin d'être évident quand on voit comment des opposants sont mis en prison, comment la cour anticorruption qui a été montée fonctionne. Donc, c'est aussi aux magistrats de prouver leur indépendance en prenant des décisions fortes et de s'imposer face à la junte. La justice ne doit pas se laisser... ne doit pas courber les chines. Ne doit pas courber les chines, voilà, face à la junte. Pépé Antoine Lama, maître, vous êtes l'avocat de Moussa Dedis Camara, je le dis pour ceux qui nous rejoignent. Quel est votre sentiment? Donc vous le défendez, vous pensez qu'il n'est pas responsable, le procès le dira. Est-ce que vous pensez que ce procès ira jusqu'au bout? Quel est votre sentiment? Écoutez, je déplore être lésé dans ce débat sur 4. Pardon, téléspectateurs, on a encore un petit problème de connexion avec Conakry. J'en profite, Stéphanie, pour apporter une correction. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sanctions, j'ai dit une bêtise. Et en fait, il y en a déjà. Il y a un début de sanctions à titre individuel. C'est-à-dire que la CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire, a fait une réunion extraordinaire à New York jeudi dernier et a décidé qu'il y aurait des sanctions individuelles pour un certain nombre de cadres du CNRD, des militaires du CNRD. Donc on n'est pas encore, si vous voulez, aux sanctions collectives du type de celles qui ont été prises contre le Mali au mois de janvier dernier, c'est-à-dire des sanctions lourdes à caractère économique, commercial, monétaire. Mais des sanctions individuelles. Sanctions individuelles pour l'instant. Je ne sais pas si on a à nouveau la connexion avec Conakry. Non, on les a perdus définitivement. Je suis désolée, maître Pépé Antoine Lama, c'était au moment où vous êtes exprimé. On va réessayer de vous avoir tout de même. Il nous reste 5 minutes d'émission, donc on aura peut-être une chance de vous avoir à nouveau. Patrick Baudouin, donc voilà, on parlait d'espoir. Quelles leçons pourrait tirer de ce procès pour l'histoire de la Guinée-Conakry, pour l'histoire de l'Afrique? Si le procès va à son terme dans des conditions satisfaisantes, ça serait presque pas tout à fait une première. Bon, il y a eu le procès d'Hissène Habré, il y a eu d'autres procédures qui ont quand même avancé et abouti. Mais je crois que ça serait exemplaire, effectivement. Pour la Guinée, certainement, qui n'a jamais connu une véritable justice. Et je le disais aussi pour les pays voisins. La Fédération internationale des droits humains est très, très investie sur la justice dans ce secteur du continent africain, où il y a eu beaucoup d'espoir, parce que beaucoup de demandes de justice, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, et avec des avocats, des organisations de défense des droits de l'homme nationales, des magistrats, et puis la plupart de ces procédures, finalement, pour des raisons bien entendu politiques, ont été court-circuitées et ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Donc là, si on peut aller jusqu'au terme, ça serait une victoire dans le cadre d'un combat essentiel aujourd'hui, plus que jamais, qui est celui de la lutte contre l'impunité. Et on voit très bien que c'est un combat mondial, la lutte contre l'impunité. On le voit en Ukraine, on le voit en Syrie, pour parler d'autres régions du monde. Et l'Afrique ne doit pas rester
ne doit pas demeurer en reste. Elle a cette capacité désormais, avec tout de même des progrès qui ont été accomplis, ne serait-ce que dans la formation des magistrats ou de certains magistrats. Donc il faut aller de l'avant et on espère, je le disais, avec toutefois sans naïveté, et avec aussi quelques inquiétudes qui ont été rappelées. On m'informe, pardonnez-moi, maître, qu'on a à nouveau la connexion avec Conakry. Et comme on a effectivement interrompu l'avocat de Moussa Dadis Camara, Pépé Antoine Lama, est-ce que vous m'entendez? Vous étiez en train de dire, on parlait justement, est-ce que ce procès ira jusqu'au bout? Vous avez encore un petit peu de temps. On espère que la connexion va durer cette fois. Je vous disais que l'avocat de Moussa Dadis que je suis est lésé dans cette émission. Sur 4 invités, il y a 3 qui font des déclarations à charge. Mais l'avocat de Moussa Dadis n'a même pas eu encore même 30 secondes pour s'exprimer. Mais prenez la parole là parce qu'il vous reste 3 minutes. On est en train de parler du droit à un procès équitable, droit à un procès impartial, bref, un procès qui réunit ou qui comporte les standards recherchés au niveau d'une justice équitable. Et je ne sais pas ce que de l'autre côté on appelle procès juste et équitable. Est-ce que le procès juste et équitable veut dire qu'il faut forcément, coûte que coûte, vaille que vaille, entrer en condamnation à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara, même s'il n'y a pas d'éléments de preuve à charge? Est-ce que c'est ce qu'il s'agit? Nous allons, n'est-ce pas, laisser la justice guinéenne répondre à cette question. Mais ce que disait Alimatou Camara, c'est qu'en fait, il n'a rien fait après, pendant les jours qui ont suivi. Et c'est de là qu'elle parlait d'une responsabilité. Je ne suis pas d'accord avec ça quand on parle de ce qui s'est passé après. Mais on est en train de parler des crimes qui ont été commis, qui auraient été commis, n'est-ce pas, le 28 septembre 2009. Et vous parlez des faits qui ont été commis après le 28 septembre 2009. Parce que manifestement, il y a eu des exactions pendant plusieurs jours. Quand on parle de meurtres, des assassinats, quand on parle de meurtres, des assassinats, des viols, des séquestrations, des enlèvements et autres, ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 28 septembre 2009. C'est vrai qu'on dit que des séquestrations ont continué après, des viols ont continué après. C'est ça. C'est bien beau de dire tout ça. Les débats vont révéler la réalité de ces allégations. Mais ce que moi, je demande qu'on prouve, et c'est ce que nous allons demander à la barre, c'est la responsabilité pénale de M. Moussa Dadis Camara. Je rappelle que le capitaine Moussa Dadis est poursuivi pour des chefs d'inculpation de complicité de meurtre, assassinat, pillage, coups et blessures volontaires et plusieurs autres infractions. On reproche au capitaine Moussa Dadis d'avoir donné des ordres et des instructions à ceux qui auraient perpétré ces crimes-là. Mais jusqu'à date, les principales figures qui sont incriminées dans cette affaire, ceux-là qui ont été déclarés visibles au stade du 28 septembre, aucune de ces personnes n'a déclaré avoir été là sur ordre ou instruction du président Moussa Dadis Camara. Aucun témoin, aucune victime n'a encore réussi à apporter la preuve que le président Moussa Dadis a donné des instructions, des moyens ou des ordres à qui que ce soit pour perpétrer une infraction. On se limite juste à dire il était le commandant en chef des forces armées à l'époque des faits, mais soyons sérieux. Est-ce que Emmanuel Macron a été tenu de responsable pour les infractions qu'on peut reprocher aux soldats américains en Afghanistan ou au Mali? Est-ce que pardonnez-moi, vous faites un peu des amalgames. Doit être déclaré pénalement responsable pour des faits qu'on peut reprocher? Le procès le dira, maître Pépé Antoine Lama. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas en direct de Conakry. Merci à vous, Alimatou Camara, d'avoir également été avec nous. Pardonnez-nous pour ces problèmes techniques. D'ailleurs, pardon à tous les deux également, puis pardon aux téléspectateurs. Merci beaucoup à Christophe Boisbouvier d'avoir été avec nous. Merci Patrick Baudouin. Et puis merci Tanguy Bihan. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et vous restez avec nous sur France 24.